Avec mes invités, Éric Alauzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Doubs. Face à vous, Marie-Christine Dalloz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Jura. Bienvenue à vous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement? Nous allons en débattre bien évidemment, mais tout d'abord retrouvons Daniel Sportiello, car vous avez suivi cette séance depuis les tribunes. Oui, d'entrée de jeu, en début de séance, c'est la question de la révision constitutionnelle qui a provoqué le plus de réactions de l'opposition, surtout lorsque le patron du groupe La République En Marche a assuré le Premier ministre de tout l'engagement des députés de la majorité. C'est de l'enfumage, c'est de la manœuvre, a crié l'opposition, ce qui a fait dire au Premier ministre Édouard Philippe qu'il s'attendait, au vu des réactions dans l'Assemblée, à un débat très vigoureux à venir. Beaucoup de réactions aussi lorsque l'opposition a demandé au ministre de l'Intérieur de s'expliquer après les violences du 1er mai à Paris. Laxiste, laxiste, a crié l'opposition en désignant Gérard Collomb dès le début de sa réponse. Et puis à propos de la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, lorsque le député La France Insoumise a demandé au gouvernement de sortir de l'OTAN, je peux vous dire qu'il a été très vigoureusement applaudi par la députée et présidente du Front National, Marine Le Pen. Merci à vous, Daniel, et à la semaine prochaine pour de nouvelles questions au gouvernement. Tout de suite, le débat, le volet constitutionnel de la réforme des institutions a donc été présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est l'un des 3 projets de loi de ce chantier lancé par Emmanuel Macron. C'est le chef de file du groupe La République En Marche, Richard Ferrand, qui a interrogé le gouvernement sur l'architecture et le calendrier de la réforme globale. Le Premier ministre est revenu justement sur l'une des mesures de ce chantier. Écoutez-le. Les engagements qui ont été pris par le président de la République et qui ont été débattus au moment des élections présidentielles puis législatives tiennent notamment, vous l'avez dit, à la réduction du nombre de parlementaires. J'entends un certain nombre de voix publiques respectables s'interroger sur le sens, sur l'importance, sur l'opportunité même à certains égards de la réduction du nombre de parlementaires. J'observe, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, qu'elle correspond à un engagement qui avait été pris par le Président de la République, un engagement qui avait d'ailleurs été partagé à certains égards par de très nombreux candidats à l'élection présidentielle. De très nombreux candidats à l'élection présidentielle. À droite de cet hémicycle et à gauche. Eh oui. Ou pardon. J'oubliais que François Hollande n'avait pas été candidat à l'élection présidentielle, mais qu'il avait en 2016, à l'occasion d'un colloque, indiqué qu'il était favorable à la réduction du nombre de parlementaires et à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Réduire le nombre de parlementaires, plus de moyens pour ces parlementaires, Marie-Christine Dalloz, finalement, n'est-ce pas aller dans le sens d'une plus grande efficacité du Parlement? Enfin, ça c'est l'affichage. Moi, j'entends ce que vous me dites et c'est exactement ce que le gouvernement veut nous laisser croire. Mais plus de moyens, pour quoi faire? Si le débat parlementaire est limité tel que prévoit cette réforme constitutionnelle et si notre rôle ne consistera plus qu'à aujourd'hui contrôler l'action du gouvernement, je rappelle qu'un parlementaire, il est là pour légiférer, élaborer la loi, en toute connaissance. Et aujourd'hui, par cette réforme constitutionnelle, on va avoir un réel déséquilibre. Dire que les territoires ruraux ne seront plus représentés ou très sous-représentés. Et c'est ça la réalité. Et puis j'ajouterai que le problème aujourd'hui, c'est souvent, on parle de l'éloignement ou de l'anti-parlementarisme. C'est l'éloignement entre notre population, les citoyens, et le député de leur circonscription. Eh bien, moi, je vous dis qu'en territoire rural, nos citoyens, nos électrices et nos électeurs nous connaissent. Et ce n'est pas le cas dans les grandes villes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec des territoires, la tranche, telle qu'elle sera prévue, c'est 238 000 habitants. On était à 125 000 à la réforme depuis 2009. 125 000, on fait quasiment doubler. 238 000 par tranche. Il y a 21 départements qui n'auront plus qu'un seul député pour l'ensemble du département. Le député, la population ne le verra plus. Et c'est ça, on va encore générer de l'antiparlementarisme alors que c'est l'inverse qu'il fallait provoquer. Les députés vont-ils être éloignés de leur circonscription, de leurs électeurs avec cette réforme? Vous entendez ces inquiétudes, notamment sur la représentation des territoires? Vous l'avez dit, hein, c'est plus de moyens aussi. C'est-à-dire moins de députés, on peut faire le travail
en étant moins nombreux avec plus de moyens. Les députés allemands, les députés américains ont 2 fois plus de moyens. Et notamment, il nous faut plus de juristes autour de nous, de collaborateurs juristes, pour étudier les textes. Et pour faire ce travail que nous ne faisons pas, qui est pourtant dans nos attributions, ce travail de contrôle du gouvernement, mais aussi d'évaluation de la loi. Mais en Allemagne, il représente moins d'électeurs. Oui. Oui, d'accord, mais l'Allemagne est beaucoup plus resserrée comme pays, est beaucoup plus dense. Vous savez, on s'écharpe parfois sur les lois, comme si on votait les lois pour l'éternité. Or, on vote une loi, parfois on fait des tentatives, et il faut regarder le résultat de ces lois. Et donc l'évaluation, et on va dédramatiser les débats quand on se dira qu'effectivement on a des moyens pour contrôler, pour évaluer la loi, voir si elle marche, bien, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et si ce n'est pas le cas, on la modifie grâce à l'évaluation. Et pour faire cette évaluation, il faut plus de moyens. Voilà, moins de parlementaires, plus puissants, avec plus de moyens, et je crois que c'est ce qu'attendent vraiment les Français. Quant à la représentation rurale-urbain, effectivement, il y aura plus de kilomètres à faire pour un député en rural, mais il y aura plus d'habitants pour un député en milieu urbain ou périurbain. Voilà. Et il faut aussi dire qu'il y aura une mission plus importante donnée aux suppléants. Et donc, le suppléant est parfois totalement inexistant. Ce n'est pas mon cas à titre personnel, mais très souvent. Et si on donne un rôle plus important au suppléant, on aura une doublette qui pourra démultiplier son travail et sa présence sur le terrain. C'est très important, le suppléant, et on le néglige trop souvent. Marie-Christine Dalloz, pourquoi vous opposez finalement à une réforme si populaire? Les Français sont globalement pour une réduction du nombre de parlementaires. Je ferai juste une remarque par rapport à ce que vient de dire mon collègue Éric Alauzet. La tentative du binôme au département ne vous aura pas suffi. C'est-à-dire que vous voulez renouveler une expérience avec un suppléant qui prend l'espace du député, mais il ne viendra pas siéger. Il viendra pas siéger, le suppléant. Non, alors plus sérieusement, maintenant sur le fond, vous avez raison. Moi, je m'opposerai à cette réforme pour deux. Alors, il y a 2 raisons de fond. La première, c'est quand le Premier ministre répond tout à l'heure, il dit mais le président de la République s'était engagé, et d'ailleurs d'autres, s'étaient engagés sur une réduction du nombre de parlementaires. Peut-être. Il fallait calibrer la réduction telle qu'elle était envisagée. D'ailleurs, on n'avait pas, au moment de la campagne, on n'a pas eu le montant de la réduction. Mais la réalité, c'est qu'à aucun moment, le président de la République actuel, qui a été élu par une majorité telle qu'on s'en souvient, n'a parlé de proportionnel à ce moment-là. Jamais il n'a été question de proportionnel. Or, on va cumuler 2 effets. La réduction du nombre de députés, plus une élection à la proportionnelle. 15% de proportionnel. 15 plus 2% avec les Français de l'étranger, ça fait 17, madame. Et la réalité, c'est que quand le Premier ministre, et ça me choque d'autant plus, qu'il se revendique du gaullisme. Comment se revendiquer du gaullisme et dire cette réforme constitutionnelle, elle est complètement dans la logique ou dans l'esprit de la Ve République? Non, la Ve République, elle a été faite justement pour sortir d'une 4e qui était la République des partis. Si on reprend un petit peu, je ne suis pas constitutionnaliste, mais si on reprend un petit peu notre histoire, la 5e, elle a été voulue pour De Gaulle pour sortir de la logique des partis. On est en train de réinstaurer un petit bout de 4e dans une 5e qui ne dit pas son mot, que ça pourrait être une 6e République. Tout ça me navre profondément. Il y a une critique récurrente également, c'est une atteinte du bicamérisme. C'est notamment ce que dit Gérard Larcher, Éric Alauzet. Fallait-il réduire, limiter le nombre d'amendements? Aurez-vous toujours finalement ce pouvoir législatif tel qu'il est aujourd'hui aussi fort? Il ne vous aura pas échappé qu'on est en train de parler d'une loi, nous les parlementaires, qui nous concerne. On parle pour nous-mêmes. Et dès qu'on parle pour nous-mêmes, c'est que les débats ont vite fait de s'enflammer. On va parler du nombre de députés. Serons-nous là au mandat prochain ou pas? De nos conditions de travail. Donc nous parlons pour nous-mêmes. Faisons très attention à ne pas enflammer un débat simplement pour nous protéger nous-mêmes, hein, pour protéger éventuellement notre situation. Les Français sont très, très en attente de ce qui se passe là. On parle d'équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs, ça, évidemment. D'un pouvoir trop vertical. Le pouvoir d'amendement qui avait été dans un premier temps éventuellement calé à la proportionnelle de la taille des groupes. Le gouvernement a renoncé à cet objectif. Simplement, nous passons des heures et des jours et des mois à parler avec une efficacité, il faut le dire, Marie-Christine Dalloz, très faible. Il y a 40 ans, il y avait à peu près 50% des amendements qui étaient adoptés. Aujourd'hui, c'est 7%. On fait de l'affichage. Alors, pour le coup, là, il y a de l'affichage. Des amendements dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas être adoptés. D'ailleurs, que soi-même, on ne proposerait même pas si on était dans la majorité. Ça tient à votre majorité. Mais ça tient à votre majorité. C'est une évolution historique. Soyez honnête. Mais non, il y a 20 fois plus d'amendements qu'il y a 40 ans. C'est totalement c'est un problème de discipline des députés. Des amendements qui n'ont pas de rapport avec le texte, des amendements qui ne sont pas constitutionnels. Tout ça pour dire je suis pour ceci, pour cela, pour relayer souvent des revendications parfois légitimes. Mais voilà, c'est
une salle de spectacle. Voilà. Donc moi je mets en garde l'opinion publique. Attention, les parlementaires vont parler d'une loi pour eux-mêmes. Donc à prendre tout ça avec beaucoup de distance. Et le débat ne fait que un commencer. parlementaire qui fait de l'antiparlementarisme, c'est pas courant. Quand Oui, même. mais il faut dire les choses que les Français sachent. Et le débat ne fait que commencer, car la loi devrait être votée en 2019. En tout cas, merci Erika Lozé, merci Marie-Christine Dalloz d'avoir débattu. À présent, je passe la main à Delphine Girard, car la révision constitutionnelle est au cœur de l'actualité sénatoriale, où le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est exprimé il y a quelques instants, Delphine. Oui Marion, merci à vous. Bienvenue sur Public Sénat.